à tous, bienvenue au Global Invest Forum. Bonjour Philippe Desfossés. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Institutional Investors Group on Climate Change. Oui, tout à fait. Vous êtes venu ici pour analyser avec un groupe de panélistes le rôle et la place de l'alpha. C'est vrai que ces dernières années, on voit la montée en puissance de la gestion passive et des ETF. Pour vous, quelle est votre conviction par rapport justement à la pertinence finalement de l'alpha dans l'asset management? Alors, je vais partir d'abord du rappel que vous avez fait de Institutional Investor Group on Climate Change. C'est 160 membres, Oui. Un peu plus de la moitié sont des fonds de pension, l'autre moitié des asset managers, qui au total gèrent 21 trillions d'euros d'actifs, donc des investisseurs de très grande taille, Oui. et pour lesquels, voilà, de poids européens, Oui. et pour lesquels donc la question qui se pose à eux, c'est comment inscrire leur stratégie d'investissement dans une dynamique qui doit favoriser une transition vers un modèle économique plus soutenable, soutenable même, puisque le modèle actuel ne l'est pas. Et ça pose une question qui rejoint la thématique dont nous allons parler, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction à vouloir s'écarter d'un modèle dont on dit qu'il n'est pas soutenable en l'utilisant en quelque sorte pour évaluer sa propre gestion? C'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs vont apprécier la performance de leur gestionnaire d'actifs en retenant comme benchmark, comme indice de référence, un indice qui est market cap, mais précisément représentatif de l'économie telle qu'elle est aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut que tous collectivement, on ait cette forme de réflexion, puisque pour moi, il y a une forme de paradoxe à dire je veux m'éloigner d'une situation dont j'estime qu'elle nous emmène dans le mur, mais en évaluant sa performance précisément par rapport à l'environnement actuel. À actuel. Ouais. Alors une fois qu'on a dit ça, Jean Raby ce matin a dit des choses moi, qui ont eu une résonance forte avec ce à quoi je crois. C'est-à-dire d'abord, je pense qu'il y a une confusion qui est faite entre gestion passive et gestion neutre. On peut être passif, on n'est pas neutre. En fait, quand on réplique un indice, agnostique entre guillemets, un pur market cap, on achète les paris qui sont incorporés dans cet indice. Et ces paris sont le reflet de ce que le marché, à un moment donné, voit, mais en instantané. Alors on dit, oui, toute l'information est incorporée dans les cours. Si c'était vrai, ça voudrait dire que la théorie des marchés efficients fonctionnerait et on n'aurait pas un titre qui vaut 100 un jour qui vaudrait 50 le lendemain, puisque le marché aurait anticipé. Donc on sait tous en fait que le marché efficient fonctionne en théorie, mais pas en pratique, parce qu'on ne peut pas avoir accès à tous les actifs, on ne peut pas emprunter, enfin bon, on connaît toutes les limites. Donc ça, c'est le point de départ. Déjà, il y a une interrogation. Deuxièmement, le market cap, encore une fois, je reviens à ce que je disais d'abord, est une vue instantanée et plutôt avec un regard dans le rétroviseur. Dans le rétroviseur, on regarde la dynamique qui s'est inscrite jusqu'à maintenant et d'une certaine façon, on anticipe qu'elle va continuer. C'est-à-dire que si on regardait aujourd'hui la composition du Nasdaq juste avant l'explosion de la bulle Internet, on s'apercevrait que quelques valeurs, à elles toutes seules, représentaient la plus grande partie de l'indice. Et d'ailleurs, Jean Raby le rappelait ce matin, si on commence à regarder, à évaluer les performances relatives de la gestion dite passive, pure, et d'une gestion active, en retirant par exemple la concentration sur quelques titres, on va s'apercevoir en fait que par exemple, la vision est radicalement différente. Donc mon point, c'est qu'il y a de l'espace pour une gestion active. Et là aussi, je rejoins ce que disait Jean Raby ce matin, c'est d'une certaine façon, le problème, il est plus pour les gestionnaires actifs de savoir quelle est la part active dans leur gestion. Réellement active. Réellement active, c'est une bonne question. Et qu'est-ce qu'on offre pour ce que l'on fait payer. On a vu qu'il y a eu un scandale qui a été évoqué par la presse financière sur le closet indexing. C'est-à-dire des gens qui vous font payer une gestion active, entre guillemets, mais qui de fait sont pratiquement en réplication. Oui.
Alors, il faut être tout à fait honnête, je pense aussi que ça renvoie à une forme de schizophrénie aussi chez les investisseurs qui veulent à la fois une gestion active mais ne sont pas prêts à assumer la conséquence véritable de ce choix, c'est-à-dire accepter de sortir du troupeau. Enfin, moi, c'est d'autant plus difficile quand les marchés vont bien. Donc on oui, le voit oui, aussi. bien sûr. Parce que moi j'appelle ça le principe de la 7e compagnie, c'est perdu mais groupé. C'est-à-dire l'idée de minimisation de la tracking error, c'est quand même ça. On ne sait pas où on va, mais on y va ensemble. Et surtout, on reste les plus proches possible. Et encore une fois, je pense qu'une performance en soi ne dit rien si elle n'est pas analysée. Si on prend par exemple la situation avant l'explosion de la bulle Internet, un gérant qui surperformait était peut-être parce qu'il était encore plus exposé que l'indice aux valeurs qui avaient le plus progressé. Sans doute, oui, forcément. Ça veut dire que vous surfiez une vague qui était gigantesque et vous essayez d'être encore plus haut au sommet de la vague. Donc ça, c'est un vrai sujet. Mais, encore une fois, les investisseurs, et c'est un problème de gouvernance, sont rarement totalement cohérents sur leur discours, sur « moi, je veux de la gestion active », mais en même temps, je veux avoir la tracking error la plus basse possible. Hein. Alors après, et c'est peut-être l'autre aspect du sujet qu'on a commencé à aborder, c'est de savoir est-ce que les investisseurs ne peuvent pas eux-mêmes réfléchir à leur propre benchmark, voire à leur propre indice. Concevoir un indice qui correspond à leur vision. Certains le font. C'est ce que certains ont fait. Certains ont travaillé avec FTSE, EDEC, Risk Institute pour concevoir un indice qui soit à la fois appliqué sur un univers filtré ISR et qui surtout pèse en parallèle les actions par rapport au risque et pas seulement au return. Et c'est des indices qui performent bien. Juste dernière question, par rapport à la gestion quantitative, votre prudence est du même niveau ? Qu'on utilise des modèles, qu'on utilise les mathématiques, qu'on utilise toutes les ressources de la statistique pour éclairer les choix, je pense que c'est nécessaire. Enfin, tout le monde le fait plus ou moins. Après une gestion quantitative qui revient à abdiquer en quelque sorte le jugement humain sur une décision fondamentale d'investir, surtout quand on est un investisseur de long terme, franchement, moi je ne souscris pas à ça. Donc en complément ? Bien sûr, encore une fois, ça doit éclairer les décisions et il faut utiliser toutes les ressources disponibles. On pourrait rajouter l'exploitation de ce qu'on appelle la grosse donnée, enfin le big data. Oui. Bien évidemment, tout ce qui peut. Mais il n'empêche qu'il y a un moment, il y a une intervention humaine pour essayer, à partir de cette information la plus complète possible, de dire est-ce que c'est cohérent avec ce qu'on estime être le chemin vers la soutenabilité, parce que en fait pour moi le grand enjeu des années à venir, c'est de savoir est-ce que cette entreprise s'inscrit dans une dynamique qui la rendra une victime de ce processus de transformation, ou au contraire qui fera qu'elle en profitera. Alors, toute dernière question, parce que ce que vous soulevez est très intéressant. Justement, est-ce que la gestion quantitative, parce qu'elle monte en puissance avec le big data, avec justement la possibilité de compiler un plus grand nombre de données, est-ce que justement ça ne peut pas servir l'ESG puisque… Bien sûr que si. Alors tout à fait, c'est pour ça que je disais qu'en complément, l'un des gros problèmes que l'on a devant nous, c'est le traitement de données qui sont assez disparates. Donc ça veut dire, déjà, collecter des données. Et pas seulement, par exemple, au niveau de votre investisseur. Le suivi des chaînes d'approvisionnement va être un sujet de plus en plus important, ne serait-ce que pour avoir une traçabilité des produits, parce que on voit bien que dans une économie qui est très globalisée, on a une multitude d'étapes dans les processus de production et qu'il ne s'agit pas simplement de s'intéresser à la dernière étape, mais de savoir, par exemple, d'où provient le minerai, où il a été raffiné, comment il est transporté, etc. Bien sûr. Ça, toute la qualité. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je pense que la technologie des registres décentralisés, enfin la blockchain, devrait
permettent d'améliorer le suivi de toutes ces étapes. Et la traçabilité, on voit que dans la grande distribution, déjà, des grandes chaînes de distribution se sont saisies de ça pour essayer, là aussi, de répondre à une attente très forte des consommateurs qui est de savoir d'où les produits viennent. Donc ça, c'est un élément important. Après, il y a aussi un minimum de standardisation des données, parce qu'on sait tous, la donnée, ce n'est pas de l'information ce n'est pas de la connaissance, et la connaissance, ce n'est pas la sagesse. Donc il y a tout ce processus. Et il faut, à partir d'une grande quantité de données qui sont disparates, en faire d'informations. Et ça, je pense que c'est un énorme chantier, parce que du côté des entreprises comme du côté des investisseurs, on ne pourra pas vivre avec 10, 12 formats de reporting différents. Enfin, il faut imaginer une entreprise. Et plusieurs agences de notation aussi. Oui, pour traiter. Alors, ce sera un processus long, comme ça a été le cas pour la finance. C'est-à-dire que la finance, les entreprises qui sont internationales, elles vont avoir des US GAAP, et puis elles vont avoir, mais elles n'ont pas 12 formats de reporting différents, comptables, enfin des états financiers. Donc, c'est vers ça qu'il faudrait aller, notamment sur le carbone, arriver. Et puis après, il y a tout ce qui va être la modélisation pour calculer des intensités carbone, au-delà faire de la prospection, c'est-à-dire la nouvelle couche d'investissement que l'on fait, est-ce qu'elle est moins intense, plus intense? Est-ce qu'on peut calculer une valeur actuelle du carbone qui sera libéré sur le cycle de vie de cet investissement? Oui. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un énorme champ d'études, donc ça veut dire beaucoup de travail pour des chercheurs, pour des entreprises de consulting, et puis parce que la demande va être de plus en plus forte. Les investisseurs vont faire pression. En France, on a l'article 173, la France a montré la voie. Moi-même, je suis allé en Californie, à Sacramento, au congrès de Californie, il y a un peu plus d'1 an, parce que j'étais à San Francisco pour présenter l'article 173. À l'époque, ça n'a pas donné grand-chose. La proposition de loi a été retoquée. Là, ils viennent d'adopter quelque chose qui s'inspire très clairement de ça et qui va rendre obligatoire, notamment pour CalPERS et CalSTRS, la publication d'une information sur ces sujets. Donc, la Belgique aussi a mené des réflexions. Bien sûr, et je pense qu'au niveau européen, on va aussi aller vers une plus grande exigence. Parfait, je vous remercie infiniment. À bientôt. C'était un plaisir. Merci.